et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Presque 100 nouvelles startups créées grâce au Ghana Innovation Hub, un écosystème en pleine expansion dans le pays. Ici, au Ghana Innovation Hub, nous avons une étagère où nous présentons les produits de nos entrepreneurs. Donc, tous ces produits que vous voyez ici sont des échantillons de ce qu'ils font et dans le but de les aider, nous en faisons la promotion. Place aux jeunes activistes, en Ouganda, une nouvelle génération prend en main la question du changement climatique. Oui, je viens ici aujourd'hui pour collecter des déchets plastiques et les emmener dans les décharges, car notre mission consiste à vaincre la pollution en Ouganda. Le manioc n'est pas seulement nutritif, convoité par l'industrie, il séduit de plus en plus les agriculteurs africains. Grâce à la formation qui leur a été faite, les agriculteurs savent maintenant comment cultiver un manioc de qualité. Maintenant, c'est à nous de reconnaître ces efforts en les mettant en contact avec le marché. Au Ghana, de nombreux entrepreneurs débutants manquent de compétences pour gérer une affaire et opérer dans un environnement compétitif. Comme dans de nombreux pays en voie de développement, le déficit est clairement identifié. C'est le manque de compétences pointues, d'accès au capital et à la technologie qui fait défaut. Pour y remédier, le gouvernement du Ghana mise sur des incubateurs de start-up et ils sont plébiscités par les entrepreneurs. Nos journalistes Georges Ebo-Saké et John Awotui ont visité l'un d'entre eux, le Ghana Innovation Hub. Regardez. Avec la création de cette nouvelle entité de soutien, le Ghana Innovation Hub, le gouvernement du Ghana cherche à aider des entrepreneurs comme Folassad Rufai de Dawa Food à élever leur entreprise au niveau de la concurrence internationale et ce, même sur le marché local. Au moment où j'ai postulé au programme, je n'avais pas de gestion financière structurée en place pour mon entreprise. Le programme m'a aidé à avoir une meilleure comptabilité et au moment où je parle, une meilleure structure de gestion financière pour mon entreprise. J'ai également pu rencontrer des amis ici qui m'ont présenté des personnes pouvant stocker mes produits. Le Ghana Innovation Hub a été créé par le ministre ghanéen de la Communication avec un financement de la Banque mondiale. Depuis sa création en 2019, le centre a engagé plus de 2000 groupes de jeunes avec des programmes de formation à l'entrepreneuriat. Résultat, environ 90 nouvelles entreprises ont été créées et à divers stades de développement. Nous avons 3 partenaires principaux dans la mise en œuvre. Je travaille donc moi-même pour MDF West Africa. Nous sommes également partenaires avec GCTU et Blue Pace Africa. C'est donc un consortium de 3 organisations qui gèrent cet espace et les programmes. La nature des entreprises soutenues par le GIH est variée. Ils comprennent l'agroalimentaire, l'emballage, les industries basées sur la technologie et les innovations. Le centre propose également des espaces de travail pour les entreprises, une salle de conférence pour la formation et des ateliers et des salles de réunion pour la planification, le networking et l'engagement. Le Hub dispose également d'un espace pour présenter les produits des stagiaires à des fins de marketing et de promotion. Ici, au Ghana Innovation Hub, nous avons une étagère où nous présentons les produits de nos entrepreneurs. Donc, tous ces produits que vous voyez ici sont des échantillons de ce qu'ils font et dans le but de les aider, nous en faisons la promotion. Lorsque quelqu'un entre, il peut obtenir les coordonnées de l'entrepreneur, ensuite le contacter et passer sa commande. Des centres comme le Ghana Innovation Hub sont essentiels pour réduire le chômage des jeunes au Ghana en aidant ces entrepreneurs et ces innovateurs à naviguer dans l'espace des affaires grâce au développement des compétences et à l'aide aux ressources. Le pôle d'innovation soutient les jeunes économiquement grâce à l'entrepreneuriat et au développement des entreprises, tout en réduisant la pression sur le gouvernement pour fournir des emplois à ces jeunes dans le secteur public.
Deux des entreprises qui faisaient partie de cette cohorte, l'une transforme des œufs en poudre d'œuf qui est utilisée dans les produits pharmaceutiques. Maintenant, ils ont atteint le stade de la fabrication d'autres produits et d'autres produits à base de volaille. Et ils sont maintenant dans le programme d'accélération Orange Connect. Ils ont donc développé leur activité à un niveau où ils ont besoin d'un accompagnement dans la formalisation de leur financement, mais aussi dans leur gestion financière, vente et distribution. C'est donc un exemple. Un autre exemple est Tropical Growers, qui dans cette cohorte Innovate GH cultive de la laitue et des herbes avec l'aquaponie. La culture hydroponique est un système de culture à base d'eau où nous n'avons pas besoin de sol. En seulement 2 ans, le Ghana Innovation Hub a aidé à la création et à l'avancement de près de 100 entreprises qui sont actuellement à divers stades de développement. Avec un niveau d'investissement et d'allocation de ressources adaptées de la part du gouvernement et d'autres partenaires de développement, le centre a le potentiel d'apporter à beaucoup de jeunes entrepreneurs l'assistance nécessaire pour développer leurs idées et leurs visions innovantes afin de contribuer à l'industrialisation du Ghana. Et c'est à la fin du mois dernier que l'organisation panafricaine AfriLabs a fêté lors de sa réunion annuelle à Abuja au Nigeria ses 10 ans d'existence. Fondée en 2011, AfriLabs a été et continue d'être un soutien décisif pour tous les hubs de start-up du continent, comme le très dynamique écosystème de start-up du Ghana justement. Et pour évoquer plus en détail cet essor et la préparation d'un texte de loi qui encadrerait la croissance du secteur au Ghana, je suis rejointe depuis Accra par Brian Danzi, analyste tech et cofondateur du Honode Hub. Brian Danzi, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa. Nous venons de l'entendre dans ce reportage, les hubs connaissent un grand succès au Ghana. On dénombrait déjà plus de 500 startups en 2018. Comment expliquez-vous ces développements ? Vos données sont exactes. Il y a une explosion du nombre de startups au Ghana, et cela peut être attribué à plusieurs raisons. Mais d'abord, disons qu'au cours de la dernière décennie, de nombreuses bonnes bases ont été posées pour l'écosystème des startups. Premièrement, il y a eu beaucoup d'harmonisation des politiques de la part du gouvernement. Ce dernier a élaboré une politique d'entrepreneuriat axée sur les startups. Et puis, il a également créé une nouvelle agence, appelée Programme national pour l'entrepreneuriat et l'innovation, qui a reçu un financement de démarrage de 10 millions de dollars américains et a prélevé 400 millions de dollars supplémentaires auprès du secteur privé. Et ils ont investi dans plus de 2000 startups au cours des 3 dernières années. Et c'est important. Vous savez, c'est vraiment cela qui a contribué au boom. Or, ces dernières années, il n'y avait que 3 à 5 pôles d'innovation dans la capitale. Au moment où nous parlons aujourd'hui, il existe plus de 60 pôles d'innovation dans tout le pays. Il y a 16 régions au Ghana et dans chaque région, il y a au moins 2 pôles d'innovation. Cela signifie que l'écosystème des startups s'est démocratisé. N'importe quel jeune, dans n'importe quelle partie du pays, avec une bonne idée, peut entrer dans des pôles d'innovation, développer les compétences et créer sa propre entreprise. Mais comment financer ces startups ? Le financement a beaucoup augmenté. Selon le rapport de Partech, une société d'investissement, plus de 111 millions de dollars américains ont été investis dans des startups au Ghana l'année dernière. Et c'est conséquent, juste en dessous de l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. Donc, avec l'intérêt de ces investisseurs, cela signifie que plus de gens commencent maintenant à créer des entreprises et nous espérons obtenir plus de financement encore. Et ce n'est pas seulement l'investissement qui vient aussi par ces issues, car le plus excitant pour les investisseurs, c'est qu'ils ne mettent pas seulement leur argent, mais ils voient aussi d'autres débouchés qui sont intéressants. Il y a donc un soutien du gouvernement et il y a beaucoup de financement au Ghana. Vous êtes toujours partisan d'une loi sur les startups qui existent déjà en Tunisie et au Sénégal. Que pourrait-elle apporter finalement de plus à l'écosystème des startups ? Donc, même s'il y a un bon niveau d'activité, il reste encore beaucoup à faire pour l'amener là où nous voulons qu'il soit. Et je suis vraiment enthousiasmé par le Startup Act parce que je pense que c'est le catalyseur qui permettrait de diffuser l'écosystème de l'innovation au Ghana.
Je vais donc résumer parce que c'est un gros document. Alors les 3 éléments qui feraient que le Startup Act serait bénéfique pour l'écosystème, le premier pour moi, c'est la labellisation, donner un label à ce qu'est une startup. Maintenant, si vous rencontrez 3 personnes, des professeurs ou n'importe qui dans la rue, et que vous leur demandez ce qu'est une startup, vous obtenez 3 réponses différentes. Il est donc important pour nous de définir clairement ce qu'est une start-up dans notre contexte et ensuite ce qu'elle ferait. Ensuite, l'élaboration des politiques, car nous pouvons clairement différencier le type de mesures incitatives qui seraient bonnes pour les start-up et celles adaptées pour les PME et les grandes entreprises. Outre la labellisation, cela nous aiderait à améliorer la confiance. Et puis la deuxième chose pour moi est un package d'incentives. Ainsi, par exemple, il y a les allègements fiscaux pour les start-up. Elles ne sont pas censées payer d'impôts avant un certain nombre d'années. Il y a un soutien pour qu'elles enregistrent leur propriété intellectuelle. Il y a des allocations pour ceux qui démarrent réellement une entreprise et qui se concentrent sur la création de la start-up. Il y a donc une panoplie d'incentives pour soutenir et propulser les start-up. Et enfin, pour moi, il s'agit de trouver des investissements. Donc, nous ne cherchons pas vraiment des entrepreneurs et des start-up. Nous cherchons comment nous pouvons encourager plus d'investisseurs, en particulier des investisseurs providentiels qu'on appelle Angel Investors dans l'écosystème. Plus nous avons d'investissements et d'innovation dans l'écosystème, plus de personnes pourraient créer de nouvelles entreprises et, résultat final, développement économique soutenu. C'est là que nous voulons être. Nous pensons que le Startup Act est très important. Nous sommes vraiment ravis que le gouvernement soutienne réellement cette campagne. Et j'espère qu'elle sera promulguée comme ce qui a été fait en Tunisie et au Sénégal. Merci Brian Danzi. La COP26 a permis à l'Afrique d'enregistrer quelques avancées. Parmi ces progrès, la création d'une coalition pour la finance verte en Afrique doit contribuer à canaliser des investissements privés dans des infrastructures résistantes au changement climatique et à faible émission de carbone. Enfin, une centaine de pays, dont la République démocratique du Congo, se sont engagés à stopper, dans un délai de 9 ans, la déforestation et la dégradation des terres. Un financement public et privé de 19,2 milliards de dollars est prévu. La moitié proviendra d'institutions financières internationales engagées à ne plus investir dans les activités liées à la déforestation. Et en Afrique, la jeunesse s'empare de plus en plus de ces enjeux posés par le changement climatique. Exemple en Ouganda, un pays où des jeunes femmes déterminées sont devenues de vraies actrices de la lutte contre la détérioration de l'environnement. C'est Greta Thunberg du continent africain n'hésite pas à mobiliser d'autres étudiants pour participer aux opérations de recyclage du plastique ou à sensibiliser en faveur d'énergies alternatives. Jeunes et militants du climat, c'est la mission de Vanessa Nakate et de Léa Namugarwa que nous avons rencontrées à Kampala. Un léger mais persistant nuage de pollution flotte au-dessus de Kampala, capitale de l'Ouganda. Comme beaucoup de métropoles du continent, la ville d'1,5 million d'habitants pourrait apparaître au premier abord résignée aux embouteillages et à la détérioration de l'environnement. Mais certains week-ends, de petits groupes d'étudiants se rassemblent discrètement pour une mission un peu particulière, collecter les détritus de plastique en vue de favoriser leur recyclage. Oui, je viens ici aujourd'hui pour collecter des déchets plastiques et les emmener dans les décharges, car notre mission consiste à vaincre la pollution en Ouganda. Ce qui m'inspire, c'est que chez nous, il y a un homme qui est éboueur, et je le vois depuis mon enfance faire cela. Il m'a inspiré à participer, et en faisant cela, on peut vaincre la pollution, et c'est ça notre mission. Ce qui a aussi donné des ailes à la détermination de Maurice et ses amis, c'est l'exemple de Léa Namugarwa et Vanessa Nakate, deux jeunes filles de Kampala déterminées à contraindre les autorités à faire appliquer l'interdiction des sacs plastiques. Kampala est principalement pollué avec des sacs en plastique partout. Et je doute que quelqu'un veuille d'une ville sale. Alors je pense que les gens se sentent mal à cause de la pollution plastique qui est partout et le gouvernement qui met en œuvre l'interdiction ne la fait pas appliquer.
Les activités de ramassage de plastique, j'y ai participé tous les samedis. Il y a quelques amis qui me rejoignent, et dans la plupart des cas, nous sommes au nombre de 6. Ensuite, nous choisissons un endroit précis où nous allons faire le nettoyage et aussi éduquer les gens sur le fait que c'est important pour nous d'avoir un système approprié pour l'élimination des déchets. En Ouganda, le plastique a été interdit, mais la loi n'a pas été mise en œuvre. Nous avons les lois, mais elles n'ont pas été appliquées. C'est donc à nous les citoyens de mettre ces mesures en œuvre et d'éliminer complètement la pollution plastique du pays. La prise de conscience de la menace du réchauffement climatique est à l'origine de l'engagement environnemental de Vanessa. Pour Léa, le déclic est intervenu en octobre 2018 lors de glissements de terrain catastrophiques qui ont causé une 50aine de morts. Je n'avais pas vu les effets, comment cela fait souffrir les gens. Mais alors, j'ai vu ces images dérangeantes à cause de la déforestation. Ce que les enseignants nous apprenaient dans les écoles, cela m'a vraiment donné une image claire de ce que nous devrions faire à cause de la crise climatique que nous subissons. De là est venu un engagement fort. Léa, la lycéenne, s'investit dans les écoles pour accélérer la prise de conscience et mène des actions en faveur de la reforestation. Pour Vanessa, étudiante à l'université, l'approche plus militante a pris la forme d'un intense plaidoyer et de grève du climat tous les vendredis. J'ai commencé ces grèves pour sauver la forêt congolaise. J'ai été très choquée de découvrir qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui ne connaissent même pas l'existence de la forêt congolaise. Pourtant, c'est le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. Alors cette forêt est en danger et personne n'en parle. Le continent, qui n'émet que 4% des gaz à effet de serre, est particulièrement frappé par le changement climatique. Pourtant, ces militantes africaines ont parfois du mal à percer sur la scène internationale. Exemple, en 2020, quand Vanessa se retrouve exclue d'une photo de jeunes militants internationaux du climat, aux côtés de la jeune icône suédoise Greta Thunberg. J'ai le sentiment que l'Afrique ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite et qu'elle a besoin de plus d'attention que jamais. C'est parce que l'Afrique est l'un des continents les moins émetteurs de carbone, mais elle va être davantage affectée par la crise climatique. En fait, nous voyons déjà l'impact du changement climatique en Afrique. Nous voyons beaucoup de gens mourir de faim en Afrique à cause de la sécheresse et nous avons des inondations folles à Kampala et dans diverses régions d'Afrique. Par conséquent, nous avons besoin d'accorder plus d'attention à l'Afrique, aux militants africains pour le climat, car ils ont beaucoup à dire et beaucoup de raisons de se battre. Si nous voulons parvenir à la justice climatique, cela devrait être un jeu équitable, parce que la plupart des gens pensent que l'Afrique ce n'est pas vraiment si important que cela. Mais des gens meurent en Afrique. Pourtant, à Kampala même, il n'est pas toujours facile d'accrocher l'intérêt des jeunes, comme l'a bien remarqué Maurice. Je suis déçu parce que j'ai essayé de dire aux gens, à mes amis, de se joindre à moi et beaucoup ont peur de le faire. Beaucoup d'entre eux ont du temps, mais on ne leur apprend rien à ce sujet. Il faut leur apprendre comment cela fonctionne et comment cette pollution est mauvaise. Cela n'empêche pas ces jeunes du continent de marcher sur les traces de Greta Thunberg en poursuivant leur engagement, en s'investissant dans l'énergie renouvelable et en ajoutant la lutte contre la pauvreté à leurs revendications. Une manière de montrer que derrière la quête d'un meilleur environnement, il y a la promesse de davantage de prospérité pour tous. Lorsque vous êtes perdu, explorez. Lorsque vous êtes bloqué, innovez. Lorsque tout est fermé, construisez. En période de récession, accélérez. Il est temps de trouver des opportunités, de s'unir et de créer de nouvelles affaires, de suivre les investissements et conclure des transactions. Rejoignez-nous au Forum africain de l'investissement 2021 du 1er au 3 décembre prochain, en ligne ainsi qu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et investissons dans l'avenir de l'Afrique. Reconstruisons le continent de manière audacieuse, plus verte et plus vite. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. En dépit de la menace du réchauffement climatique, l'Afrique doit rester pragmatique face à ceux qui la pressent de se détourner des énergies fossiles.
C'est en substance ce qu'a indiqué le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Selon lui, le gaz naturel est fondamental pour le système énergétique africain. Cette déclaration intervient alors que le prix du gaz continue d'augmenter. Du Kenya au Nigeria, cette hausse des prix contraint un nombre croissant de ménages africains à retourner au feu de bois pour cuisiner. Le corridor routier Lomé-Ouagadougou-Niamey, long de plus de 1000 km, est bien parti. Après le Burkina Faso, le Togo vient de signer un accord avec la Banque mondiale, l'un des premiers financeurs du projet. Le chantier devrait durer 6 ans et il va devenir un axe logistique incontournable de la région. Il doit desservir 65% de la population du Togo, 21% de celle du Burkina Faso et 7% de celle du Niger. Parmi ses bénéfices attendus, l'appui au développement économique local et la résilience aux risques sécuritaires pour des zones fragilisées autour du corridor. D'ici 2024, tous les habitants de la CEDEAO pourraient être dotés d'une carte d'identité. C'est la mesure phare sur les questions de lutte contre l'apatridie au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, adoptée à Lomé. L'objectif est de quantifier le nombre de personnes dépourvues de nationalité et de parvenir à éradiquer le phénomène très prévalent en Afrique de l'Ouest. La pandémie du Covid-19 a propulsé la production d'éthanol à base de manioc qui est aussi utilisé pour fabriquer du gel désinfectant. Mais avant même cet engouement, de plus en plus d'agriculteurs avaient commencé à se tourner vers cette plante moins chère et plus facile à cultiver que le maïs par exemple. En Zambie, la production dépasse les 4 millions de tonnes par an et les femmes sont de plus en plus présentes dans ce secteur. Un reportage d'Aurélie Turc. Plus facile à cultiver que le maïs, le manioc est devenu l'aliment de base de près d'1 milliard d'êtres humains dans le monde et de plus de 200 millions d'Africains, soit plus d'un quart de la population qui prépare, avec ses tubercules, des plats traditionnels hautement nutritifs. Phénomène nouveau, la plante est également de plus en plus convoitée par une industrie en plein essor pour la production d'éthanol, de glucose, d'amidon ou de farine. Pourtant, en dépit de la demande croissante et de son potentiel de production, le manioc demeure une culture orpheline, essentiellement cultivée par de petits agriculteurs coupés des filières de commercialisation et des industries agroalimentaires. Une situation paradoxale à laquelle le programme 3ACP veut apporter sa solution. Au Cameroun, le programme a participé à l'actualisation d'une stratégie pour le secteur manioc. Ensuite, nous avons développé et mis en œuvre tout un ensemble d'activités adressant tant la transformation que la commercialisation de ce produit. Illustration avec ce projet sur la transformation cofinancé par la Banque mondiale. Il permettra entre autres de remplacer dans la fabrication du pain la farine de blé importée par la farine de manioc beaucoup moins chère. C'est l'une des pistes de transformation en cours d'évaluation par les experts de la Banque mondiale. Ces nouveaux processus apporteront aux produits une valeur ajoutée certaine, augmentant les revenus des femmes, comme nous l'explique Mme Manjung. Nous, on définit ici le manioc comme le cacao de la femme. Parce que le manioc est cultivé à 90% par les femmes. Les 500 femmes que nous encadrons ne sont plus encore pauvres comme elles étaient. Ça veut dire que leurs conditions de vie se sont améliorées énormément et continuent à s'améliorer parce que nous allons passer maintenant à une autre phase. Si avant elle faisait 1 hectare, maintenant elle va se trouver en train de faire 3 hectares, 4 hectares. L'adaptation locale du flash dryer, un séchoir, laveuse, éplucheuse, pièce maîtresse de ce projet pilote, permettra à l'ingénierie locale de se développer davantage. Coût total du soutien au secteur, environ 600 000 €. S'agissant du flash dryer, c'est l'un des équipements clés du projet. Je me trouvais obligé de travailler en collaboration avec un collaborateur nigérian qui, ensemble, on va mettre sur pied ce prototype. Et il faut pouvoir adapter cette technologie localement. Spécialement adapté pour la transformation du manioc, ce flash dryer permet également de réutiliser les déchets libérés lors de l'extraction de l'amidon du manioc pour l'alimentation du bétail. En Zambie, la production de manioc est passée en une décennie de 815 000 tonnes à 4,7 millions de tonnes. Les enjeux ne sont pas seulement alimentaires.
L'exploitation industrielle du manioc est en plein développement dans toute la sous-région. L'objectif visé par le programme 3ACP, en partenariat avec le COMESA, est la professionnalisation du secteur et, à terme, une meilleure intégration économique de tous les acteurs de la filière au marché régional. Les cultivateurs ont modifié leur façon de produire le manioc. Ils utilisent de plus petites quantités et se servent des têtes. Ceci a considérablement amélioré la qualité de ce qui est planté, surtout avec l'utilisation des nouvelles semences. Grâce à la formation qui leur a été faite, les agriculteurs savent maintenant comment cultiver un manioc de qualité. Maintenant, c'est à nous de reconnaître ces efforts en les mettant en contact avec le marché. Plus de 5000 agriculteurs et associations de producteurs, localisés dans les provinces centrales et de l'Ouapala, ont bénéficié de formations ciblées. Ces formations visaient à améliorer leurs techniques agricoles et leur connaissance du marché. Des résultats surprenants sont au rendez-vous. Le but de la formation est d'améliorer la capacité de ces organisations afin qu'elles puissent fonctionner en tant qu'entreprises qui ont une valeur et qui font des bénéfices. La formation était axée sur des sujets allant du développement de l'entreprise à la formulation de plans stratégiques, la logistique, la renégociation des contrats et la commercialisation. Co-fondateur d'une coopérative agricole de 32 membres, dont 10 femmes, ce cultivateur de manioc a bénéficié d'une formation complète en agronomie et en management. Nous savons ce que nous avons dépensé sur la production et quel pourcentage nous pouvons considérer comme bénéfice. Maintenant que nous connaissons le coût de l'ensemble, le transport, l'emballage, nous savons mieux où vont nos affaires. En mutualisant les profits générés par une meilleure gestion de leur production respective, les 32 planteurs associés ont eu accès à des financements pour construire le siège de la coopérative et acquérir ces 2 machines. L'an dernier, ils ont ainsi pu produire 5 tonnes de farine de manioc de première qualité. Au-delà des apprentissages en matière de techniques agricoles et de gestion, le programme 3ACP et ses systèmes pédagogiques ont permis un véritable changement des mentalités avec une prise en compte des problèmes par les bénéficiaires eux-mêmes. Olunye lupiya elwalenga okutira kubira ku stage kayo pakutira tulebomba bwino muwika shibwesu nomba okulingana na maka yakubumba muri tuteine ulupiya nalupelebela panti finti filefa ekuku kitafilifingi kutina akabiro okwata traika safa pantu amayinsa nishi teti tukwate okupala tutenga tatukwete traika zava iyo ngana tukwata ikyakumikira kutute mu mayinsa insta yonse kwitwa kwatu kula kwata tute ukana putuka. Aujourd'hui, Donald Kalungushi vend sa farine et son amidon de manioc aux 3 plus grandes sociétés de la région. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. En attendant, vous pouvez bien évidemment revoir cette émission sur notre nouveau site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.